en avant-propos à ce sujet, j'aimerais, qu'on fasse d'entrée la distinction entre musique populaire et musique savante. Alors, la première définition historique repose sur une différenciation par la transmission de ces musiques, orale pour la musique populaire et écrite pour la musique savante. Une autre définition extrêmement courante, datant du XIXe siècle, repose sur la différenciation sociale de ces catégories, la musique d'en haut étant la musique savante et la musique d'en bas, la musique populaire. C'est une définition tout à fait élitiste de la musique en général. Elle est totalement d'actualité au XVIIIe siècle, mais commence à perdre de son sens au XIXe avec la vitalité de nombreuses structures de transfert, orphéons, musique religieuse et militaire, fanfares, harmonies, qui diffusent de la musique savante auprès d'un public populaire. Plus encore, ils ont parfois tendance à mettre côte à côte répertoire populaire et savant. Alors, les termes de grande musique ou musique sérieuse ou encore musique savante sont d'ailleurs très révélateurs aussi de cet élitisme, signifiant qu'il existerait une petite musique pas sérieuse et non savante, la musique du peuple. Alors, la distinction tend aujourd'hui à se dissoudre de plus en plus dans la société globale et la culture de masse qui caractérise la fin du XXe siècle et ce début de XXIe siècle. La musique dite populaire touche aussi aujourd'hui les couches les plus aisées de notre société, de même que les couches les plus défavorisées sont amenées à écouter de la musique savante, entre parenthèses, classique et même éventuellement contemporaine par de nombreux médias. La distinction par élitisme ne tient donc plus. Cette musique populaire repose néanmoins, elle aussi, sur des savoirs et possède un pouvoir d'expression et un potentiel de sens extrêmement développé, bien plus que celui de nombreuses œuvres dites savantes. On parle aussi de musique de grande diffusion pour les musiques populaires. Ces musiques, peut-on lire fréquemment, sont à la recherche volontaire et consciente d'un public aussi large que possible à des fins de notoriété et pour des raisons spécifiquement économiques. Mais à partir des années 70, notamment, de nombreux courants dits underground ou de contre-culture, ne reposant pas du tout sur cette volonté de notoriété, comme dans le cas de la musique indus ou dans celui de nombreuses branches de la musique techno. Et le rock industriel, lui, apparu en 1975, est grandement influencé par le courant situationniste et s'oppose frontalement à la société marchande. Au niveau artistique, il sort complètement du cadre des standards imposés par l'industrie du disque. Je parle bien du rock dit industriel, hein, les nouveaux termes qui apparaissent aussi actuellement. Et donc, le marché et les médias de masse ont souvent rattrapé ces genres et les ont fait apparaître au grand jour, mais cela n'enlève rien à leur volonté première et historique de demeurer souterrain. Ce qu'on entend actuellement par musique populaire sont des musiques uniquement commerciales,
au service de la toute-puissance de l'industrie culturelle, qui n'a souvent d'ailleurs de culturel que le nom, et qui place la musique populaire au rang d'un outil des classes dominantes qui contribue à l'aliénation des masses et pervertit la musique. Je répète, ce qu'on entend actuellement par musique populaire sont des musiques uniquement commerciales. On entend par musique populaire actuellement musique à succès, musique productrice de tubes. Or, ça n'a pas toujours été le sens du vocabulaire lorsqu'on utilisait musique populaire. Musique populaire, c'est par définition une musique qui provient du peuple, sous-entendu le peuple non savant, c'est-à-dire non lettré. Voilà. OK. Ah, Mikatch, t'es au taf. Je fais une petite parenthèse. En même temps, je lis le chat. Donc, Mikatch, tu es au taf. J'ai pas le son, vous savez que je suis pas loin de l'Espagne, interdit de passer la frontière entre 22 heures et 6 heures du mat jusqu'au 9 mai, mais les restrictions vont se durcir visiblement. Oui, apparemment, les restrictions, vont se durcir. J'en ai, la preuve que ce matin encore, je viens de recevoir, une information. Alors quand je vous dis que je reçois une information, c'est de source sûre, que, un certain département, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas révéler mes sources, mais un département qui se situe, à l'ouest de Paris, pas très loin de la Bretagne, eh bien, il y a des réunions de cadres dans l'administration actuellement, et ces réunions de cadres ont pour, objet de préparer le confinement. Voilà. Donc je vous dis ça, j'en dis pas plus. C'était juste pour, rebondir, voilà, sur, le commentaire de Mikatch qui, poursuit en nous disant donc: «J'en saurai plus dans la journée. Un pot commerçant qui vit en France et bosse en Espagne est en réunion avec le maire». Ah d'accord, pour savoir s'il restrictionne encore plus. Oui, bah, c'est effectivement, oui, oui, nous avons les mêmes infos, Mikatch. Et bah, tu vois, voilà, entre Paris et Nantes, eh bien, il y a une région où les cadres de l'administration, se réunissent pour préparer le confinement, et comme tu le dis, pour certaines municipalités, de savoir comment ils vont, imposer des restrictions encore plus drastiques dans le cadre de ce confinement. Ouais, ouais, OK, on est d'accord. Les amis, je et avec ta permission, Mikatch, ou à moins que tu aies encore, des choses à nous dire, sinon je referme cette parenthèse et je poursuis le développement de mon exposé. Donc j'attends, quelques instants, pour savoir, si tu as encore quelque chose à dire. Sinon, je continue mon exposé. Voilà, vous inquiétez pas les amis, j'ai eu un petit moment de silence, mais voilà, je suis toujours là. Heu, donc je vais reprendre le cours de cet exposé, sur la musique, enfin sur les particulièrement sur les chansons, traditionnelles, populaires. Et j'étais en train donc, de définir, enfin de faire la différence déjà, faire la distinction entre
la musique, populaire et la musique, savante et donc j'en étais, resté à, ce qu'on entend actuellement, lorsqu'on dit musique populaire, par rapport à ce qu'on entendait, dans le passé. À savoir que, jusque-là, le terme musique populaire signifiait, c'est-à-dire avait le sens de musique ou chanson d'ailleurs, issue du peuple, sous-entendu le peuple non savant, en opposition à la musique dite savante, voilà et donc musique populaire donc issue du peuple, non savant ou non lettré et qu'actuellement, lorsqu'on parle de musique populaire et ben, on pense, à musique, qui a du succès ou chanson qui a du succès en l'occurrence et qui est productrice, de tubes. Donc vous voyez, comment, les expressions, subissent les effets, du temps, la métamorphose des sens et ce qui m'amène donc à vous dire que, par ailleurs, toute musique savante a aussi une valeur marchande et s'inscrit dans le champ de l'industrie de la culture, même si les succès sont moindres par rapport au champ de la musique dite et considérée, comme, populaire actuellement. Alors sous cette critique se cache aussi l'éternel problème de la lutte je recommence, de la lutte du pur et de l'impur ou d'une très ancienne, dichotomie entre vision apollinienne et vision dionysiaque de l'art. La musique pure peut se réduire à des structures abstraites complexes que l'on ne peut maîtriser que par une écoute reposant sur le plus pur intellect, alors que la musique impure repose sur des effets immédiats, sensuels pour le corps et les esprits qu'elle subjugue. Cette dichotomie n'est plus tenable aujourd'hui. Il est possible d'écouter nombre d'œuvres de musique savante de manière sensitive, en se basant sur un ressenti physique des matières sonores en présence. Quoique compositeurs instruits et autodidactes y sont confrontés. Alors, la différenciation des musiques populaires et des savantes, et des musiques savantes dans l'histoire, nous invite à dire qu'au, XVIIe et XVIIIe siècle, la différence entre musique populaire et musique savante est très difficile à établir. La première, donc la musique populaire, repose entièrement sur la culture orale, alors que la seconde est écrite. Je vous ai expliqué ça, un petit peu auparavant. Donc cette séparation est largement renforcée par le fait que la période dite baroque marque l'avènement et le développement d'une musique savante entièrement au service des élites, des cours, des princes, des monarques, qui jouent aussi le rôle de mécènes. Les liens qui unissaient fréquemment la culture populaire à la culture savante, jusque-là, jusque la Renaissance, pardon, ils sont quasiment totalement annihilés. C'est d'ailleurs une période où le pouvoir, je parle de la Renaissance, c'est d'ailleurs une période où le pouvoir cherche à museler la culture populaire et à la remplacer par une culture de masse imposée et contrôlée. On assiste par exemple au dernier bûcher pour sorcellerie au XVIIe siècle, heu, signe, de la volonté d'un contrôle sur les cultures populaires. L'immense majorité des musiciens va se retrouver au service de cette élite, culturelle dominante composée d'aristocrates.
Je répète, l'immense majorité des musiciens de cette époque, au XVIIe siècle donc, va se retrouver au service de cette élite culturelle dominante composée d'aristocrates. Et là, je fais un parallèle avec cette immense, heu, alors je ne vais pas dire majorité parce que ce serait faux, statistiquement parlant, du point de vue du nombre, mais un grand nombre, de musiciens actuellement va se retrouver au service d'une élite culturelle dominante. Je parle de la pensée unique, de la doxa, et se retrouver au service de l'élite qui alimente le marché, qui alimente la dialectique du capitalisme et donc qui alimente le marché par la production justement de ces musiciens qui deviennent eux-mêmes des produits de consommation de masse et donc bah, voilà, c'est tous ceux qui courent après, la gloire et le fric, et qui, ont comme objectif de pénétrer, les organes, du pouvoir, médiatique, du spectacle et les multinationales, les grandes maisons de production, voilà, pour n'être que des objets, de produits de consommation de masse. Heu, voilà, donc on retrouve exactement, la même chose, hein, que ce soit au XVIIe siècle ou, actuellement, il y a que la forme qui change, le fond évolue très peu. Donc, voilà, seule la musique, sacrée fait alors je parle, là, il y a quelques siècles, hein, donc seule la musique sacrée fait encore exception, puisqu'elle est encore destinée, dans une certaine mesure, au peuple, quoique la musique sacrée de cour soit aussi très importante. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, la forte importance prise par les classes bourgeoises dans le champ social modifie peu à peu la donne. On assiste alors au début de la forte action de l'art sur les lois de l'offre et de la demande. On est au XVIIIe siècle. Le marché de l'édition musicale explose, encouragé par le développement de l'amateurisme musical, des salles de concert et le succès croissant du piano. Cette évolution vers la musique comme marchandise correspond parfaitement aux dates de la première révolution industrielle de 1780 à 1850. Vous voyez comme quoi tout est lié et tout continue. Au XIXe siècle, ce fort développement du marché de la culture fait apparaître entre les deux pôles opposés de musique savante et de musique populaire un répertoire intermédiaire de musique de divertissement, dit de musique légère, au sein des villes, en opposition aux musiques sérieuses, la musique des élites. Cette catégorie est composée de musique de salon, de danses à la mode, d'opérettes, de chansons, du répertoire de café-concert et s'adresse principalement au peuple. L'opposition reste forte entre la culture des élites bourgeoises et aristocrates et celle du prolétariat urbain et rural. La musique traditionnelle est celle du peuple, authentique parce qu'issue de racines populaires profondes. La musique savante tire sa valeur de la qualité artistique intrinsèque qu'elle véhicule. Quant à la musique populaire, elle est finalement de peu de valeur, nous dit-on, car uniquement dépendante des intérêts commerciaux reposant justement sur cette popularité. Alors c'est au XXe siècle que les choses vont se complexifier avec surtout l'apparition et le fort développement de la nouvelle
technologie. L'industrie du disque, notamment, ainsi que la diffusion radiophonique et le développement de médias comme le cinéma, la télévision et Internet vont profondément influer sur ces catégories musicales. Le processus de mondialisation des échanges, débuté au XIXe siècle par la bourgeoisie européenne, conquérante qui explore et soumet le monde avec l'impérialisme et le colonialisme, va aussi s'appliquer à la culture et rajouter encore du changement. Et donc, chanter en France, eh bien, je vais vous donner l'exemple d'une citation d'Alain Svetlik qui disait: «Pour bien connaître, sentir et comprendre l'âme française, à plus forte raison la réveiller, la sauvegarder, l'exalter, il n'est que d'étudier et répandre les chants populaires de la France, c'est-à-dire les chants anonymes conservés par la tradition orale. Créés par on ne sait qui, venus d'on ne sait où, ils constituent ces chants la plus ancienne, la plus humaine, la plus pure et la plus précieuse de toutes nos traditions, celle qui rattache le plus étroitement le présent au passé, la France d'aujourd'hui à celle de jadis et à celle de demain. C'est ainsi que Joseph Canteloube résume les choses dès les premières lignes de la préface à sa fameuse anthologie des chants populaires français. Fermez les guillemets. Donc, les chants traditionnels des différentes régions de France, comme ceux d'Europe et de toutes les autres parties du monde, sont des trésors. Béla Bartók disait qu'il y avait autant de perfection artistique dans un chant de paysan hongrois que dans une sonate de Mozart. Malgré les apparences, il ne s'agit pas de conservatisme ou de passéisme, ni même de nationalisme ou de régionalisme. Il s'agit d'esprit. Il n'y a pas que les vedettes du disque qui chantent, il y a surtout et avant tout le peuple qui chante. Ce peuple qui, aujourd'hui, ne sait plus qu'il chante et qui ne s'entend jamais chanter à la radio ou à la télé. S'il existe des peuples sans écriture ou même sans instrument de musique, il n'existe pas de peuple sans chant. Il n'existe pas de peuple sans chanson. La voix est l'instrument premier, celui que chacun possède et celui que tous les peuples utilisent comme expression essentielle. Quelqu'un a dit qu'un peuple qui ne chante plus est un peuple qui se meurt. On ajoutera que celui qui ignore les chants de son peuple ne peut prétendre en faire vraiment partie. La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire, depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Du latin traditio, tradere, de trans, c'est-à-dire à travers, et dare, donner, faire passer à un autre, remettre. Cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Dans son sens absolu, la tradition est une mémoire et un projet, c'est-à-dire dans le sens où on projette, en un mot, une conscience collective
le souvenir de ce qui a été, avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. La musique traditionnelle, parfois abrégée en musique trad, désigne l'ensemble des musiques associées à une culture nationale ou régionale ou à une zone géographique. Musiques orales et populaires, elles se transmettent de bouche à oreille, bien que certains groupes et musiciens actuels préfèrent les transcrire sur partition afin de les interpréter ou de les répertorier. Les musiques traditionnelles se différencient de la musique dite folklorique car elles ne visent pas à montrer le passé d'une musique avec costumes, accessoires, etc. Je répète, la musique traditionnelle se différencie de la musique dite folklorique car elle ne vise pas à montrer le passé d'une musique avec costumes, accessoires, etc., mais à faire vivre les musiques appartenant à un patrimoine de culture populaire dans l'actualité. Dans chaque groupe, chaque groupe ou musicien peut s'approprier la musique traditionnelle à sa manière, en cela influencé par son environnement culturel et social, et la faire vivre. Les trois concepts essentiels dans la définition de la musique traditionnelle sont donc l'ancrage socioculturel géographique, la transmission et la recréation. Selon la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'est-à-dire qu'il doit être transmis de génération en génération, être recréé en permanence par les communautés et les groupes en fonction de leur milieu et de leur interaction avec la nature et de leur histoire. Autre point, procurer aux communautés et aux groupes un sentiment d'identité et de prospérité. Enfin, dernier point, contribuer ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Voilà. J'interromps ce petit exposé pour vous proposer, chers amis, une petite pause musicale avant de poursuivre le développement de ce sujet où j'aborderai la narration et la fonction. Chers amis, une petite pause musicale. Je reviens après. Et donc, pour cette petite pause musicale, je vous propose, eh bien, justement, puisqu'on en parlait, une chanson que l'on peut ranger dans le répertoire des chansons dites traditionnelles populaires. Alors, c'est pas qu'elle soit tellement ancienne, cette chanson-là, mais elle a été posée et pensée à partir de quelqu'un du peuple, pour le peuple, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit parce que le peuple a repris cette chanson et ce fut même un hymne hyper important, heu, dans la lutte, des Espagnols dans les années, 70. Le compositeur original de cette chanson, c'est Luis Lach, qui a composé cette chanson, qui dans le titre original, c'est «L'Escada» et c'est donc un chant,
révolutionnaires, dans tous les cas repris par les révolutionnaires en opposition au pouvoir en place à l'époque en Espagne. Et un de nos interprètes français contemporains, euh, qui n'est plus de ce monde, nous a laissé quelques joyaux en la personne de Marc Robin. Marc Robin, qui était un journaliste, un auteur, un pamphlétaire, un chanteur, un militant. Et donc, Marc Robin a fait une traduction de cette chanson originale de Louis Latch. Et donc, Marc Robin nous fait une interprétation magistrale de cette chanson. Il y a eu une traduction française. La traduction française, c'est Le Pieux. Je pense que vous avez probablement, certaines d'entre vous, entendu déjà cette chanson au sein du mouvement des Gilets jaunes lors de manifestations. Personnellement, c'est un air que je joue moi-même quelquefois en manif lorsque j'ouvre le cortège avec ma cornemuse. Parmi les airs que je joue lors des manifs avec les Gilets jaunes, eh bien, j'y introduis cet air-là. Et donc, je vous laisse à présent avec Marc Robin qui vous interprète Le Pieux. Tant où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous
diront tous qu'il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La 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 la. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires avec côté, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Voilà, les amis, c'était Marc Robin avec cette chanson magnifique, Oui Marital. C'est Marc Robin Le Pieux, chanson magnifique, chanson révolutionnaire, chanson révolutionnaire par excellence. Cette pause musicale est à présent terminée. Comme à l'habitude, lorsque la pause musicale est terminée, eh bien, avant de poursuivre mon exposé ou mon discours, je jette un petit coup d'œil sur le chat et je vous lis, chers amis présents. Et donc, un petit coucou à Pampan. Salut Pampan. Il parle d'annuler Noël et le jour de l'an et de le décaler en juillet-août. Comme ça, on pourra le fêter dans le jardin. Ouais. Oui, Pampan, super refrain. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Et oui, les amis. Salut, salut. Ah, Multi-Eric. Tu veux prendre la parole, Multi-Eric? Non, toujours rien à dire. Désolé. Je suis dans les papiers. J'écoute. Hein. Là, je vais pas tarder à passer un coup de fil, mais j'écoute. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Monsieur Tout le Monde. Bonjour, Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde. Bah oui, apparemment, Marital, Marco est descendu. Bon. Donc, avant de reprendre le cours de mon exposé, pour l'instant, vous pouvez aussi discuter sur le chat. Hein. Profitez-en, hein, discutez entre vous. Et puis, ben voilà, si vous le voulez aussi discuter avec moi. Donc, j'en profite pour saluer donc Monsieur Tout le Monde. À savoir que Monsieur Tout le Monde, on a, si mes souvenirs sont bons d'ailleurs, et il me semble qu'ils le sont, petit clin d'œil à toi sur cette chaîne hier, et remerciements d'ailleurs de la part de Philippe et de tous les contributeurs actifs ou passifs de cette chaîne. On a vu que tu as fait une communication, une petite pub, une petite promo pour cette chaîne. Et donc, nous t'en remercions. Nous en avons discuté, enfin, c'est juste passé comme ça, c'est un petit clin d'œil aussi, hein, où, me semble-t-il, Philippe a mis en direct un extrait de ta chaîne, justement, où, me semble-t-il, voilà,
tu nous fais un petit clin d'œil, confirme si c'est bien de toi qu'il s'agit, monsieur tout le monde. Et donc, voilà, donc tu as les salutations de tout le monde. Et ouais, c'est ça. Et donc, un petit clin d'œil, petit coup de chapeau à toi également. Voilà les amis. Eh bien, bah, si, vous, n'avez rien de particulier, à dire sur le chat, en tout cas, pour s'adresser à moi, ben, je vous laisse, discuter et échanger, entre vous sur le chat. Je continue mon programme. De toute façon, il est 11h35 et Philippe m'a informé tout à l'heure que, il reprendrait la main, plus vers les midis, mais à mon avis, ce sera plutôt vers 12h30. Donc, nous avons encore un peu moins d'une heure à passer ensemble. Et donc, jusque-là, j'étais en train de développer donc un sujet que je vais reprendre tout de suite avant de refaire une pause musicale. Et donc, le sujet concerne la chanson traditionnelle populaire dans l'histoire et particulièrement en France. J'ai développé le sujet jusque-là en faisant la distinction entre la musique populaire et la musique dite savante. Je viens d'énumérer c'est ce que je vais vous rappeler d'ailleurs. Je viens d'énumérer les 3 concepts essentiels dans la définition de la musique traditionnelle, qui sont donc l'ancrage socio-culturel géographique, la transmission et la recréation. Et j'en étais resté à la narration et la fonction. Donc, je reprends la suite de mon exposé en vous disant ceci par rapport à la narration et la fonction, c'est que le texte est important. On le met en valeur. L'expression des textes est directe, comme celle de la voix parlée, quelle que soit l'interprétation d'ailleurs. Alors, chanter, c'est surtout raconter ou faire vivre une fonction, un rituel, comme danser pour battre le sol d'une belle maison, bercer, marcher, travailler. Dans la culture savante, les embellissements sont écrits. Dans la culture de tradition orale, ils sont la signature vocale du chanteur. La chanson traditionnelle francophone est aussi une forme de poésie. Et comme toute poésie, elle porte l'empreinte du milieu et de la période où elle a été élaborée. Cette empreinte se manifeste dans les formules, les tournures et le vocabulaire. Prendre une belle par sa main blanche, c'est ce qu'on retrouve dans les chansons anciennes, traditionnelles et populaires. On retrouve des formules ou des tournures telles que celle-ci, prendre une belle par sa main blanche, ou encore Rossignolet du bois joli, ou encore Sur la mer jolie, ou bien encore Faire l'amour, qui n'a pas du tout le même sens qu'on lui donne actuellement dans les chansons anciennes. Autrefois, faire l'amour, c'était parler d'amour. C'était, si vous voulez, c'était draguer. Lorsque il est mentionné dans les chansons anciennes faire l'amour, eh bien, ça ne veut pas dire avec le corps. Ça veut dire avec le verbe parler d'amour. Vous voyez? Ou d'autres expressions encore, comme sur ces vers près. Voilà. Et donc,
une chanson traditionnelle a plusieurs critères. Celui de l'ancienneté, c'est une chanson qui est souvent fortement liée ou associée à la ruralité et à l'illettrisme caractéristique du peuple dit non savant, où prime l'oralité et la transmission dans un contexte d'événements calendaires, c'est-à-dire qui renvoie au calendrier des saisons et des fêtes associées. Elle est généralement chantée de génération en génération et élaborée dans un contexte qui n'existe plus aujourd'hui. En résumé, le critère de la chanson traditionnelle dans ce qu'elle a d'ancienneté, si vous voulez, est fortement lié à la ruralité, en cela que le peuple a toujours chanté pendant le travail, en rythmant l'effort au travail. Les premières chansons étaient donc liées à une activité et étaient chantées, comme je le disais, dans un contexte d'événements calendaires, c'est-à-dire qui renvoie au calendrier des saisons et des fêtes associées, c'est-à-dire que dans les campagnes, eh bien, on célébrait les saisons, on célébrait la récolte, on célébrait la moisson, et ça donnait lieu à des fêtes. Et dans le cadre de ces fêtes, il y avait donc des chansons. C'était pas des chansons, c'était pas des chansons écrites, que ce soit les textes ou écrites au travers du langage musical partition, parce que voilà, c'était des fêtes rurales issues d'un peuple dit non savant, qui ne savait pas forcément lire et écrire, mais qui savait penser, qui savait s'exprimer et donc qui savait aussi inventer des mélodies et des paroles pour voilà, élaborer donc ces chants anciens. Et donc, voilà, donc je disais que cette chanson traditionnelle, elle est généralement chantée de génération en génération et élaborée dans un contexte qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que avec l'industrialisation et les machines et le bruit dans les usines, eh bien, le volume sonore de voilà, la technologie moderne fait que, il y a plus, de place pour la voix humaine et on ne chante plus, au travail, on ne chante plus dans les entreprises. Alors, bien que ça n'existe plus dans le contexte d'aujourd'hui, comme je vous le disais, certaines de ces chansons sont évidemment d'une plume lettrée, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein, comme ce violent libellé contre la marquise de Pompadour. Comprenez-vous, c'est le titre de cette chanson, ou Les reproches de la tulipe, c'est aussi le deuxième titre que l'auteur n'a pas signé d'ailleurs par prudence, hein, pour se protéger. Et donc, parmi le peuple, il y avait aussi des gens hein, qui savaient malgré tout écrire, parce qu'ils ont reçu une éducation élémentaire et rudimentaire. Et donc, on retrouvait parfois même dans le peuple, lors des guerres, hein, le peuple qui s'était fait soldat parce qu'il était conscrit, c'est-à-dire qu'il était, ben, voilà, qu'il avait été enrôlé dans l'armée et a contribué à des guerres. Et ben, certains de ces soldats eh bien, écrivaient aussi et ont été les auteurs de certains pamphlets qui ont été chantés et repris par le peuple. Et donc, d'autres chansons respirent cette inspiration collective faite d'ajouts et d'altérations successifs au fil des siècles,
ce qui est la marque aussi de la chanson traditionnelle, c'est-à-dire que, ben voilà, une chanson, de par le fait qu'elle se transmet de bouche à oreille, par la voix orale, subit, non pas subit, le terme est mal choisi, mais est enrichi plutôt, voilà, est enrichi d'ajouts et d'altérations successifs au fil des siècles et au fur et à mesure qu'elle est reprise par des interprètes différents. C'est ce qui fait donc la marque de la chanson traditionnelle. Alors, les chansons traditionnelles, elles, sont certes populaires dans le sens où elles proviennent du peuple, toutefois, elles s'inscrivent dans une temporalité et un contexte de transmission bien différents. À partir du début du 19e siècle, même si cette chanson continue d'être chantée, il est toujours possible d'en recueillir en ce début de 21e siècle. C'est principalement le monde paysan qui en a été parfois, jusqu'à nos jours, le conservatoire. Une chanson est dite traditionnelle dans le sens où elle s'est transmise de manière souvent uniquement orale sur plusieurs siècles et plusieurs générations, comme je l'ai déjà dit, et du fait de cette transmission orale, chaque chanson a une multiplicité de versions dont les paroles et souvent la mélodie varient légèrement sans qu'aucune de ces versions ne soit la véritable ou l'authentique. Toutes sont le fruit d'un processus d'écriture, de réécriture collective à partir d'une lointaine version lettrée de départ dont on a souvent perdu la trace. Et donc, excusez-moi, je viens d'être interrompu par un message. Vous me donnez 2 secondes et je reviens à vous tout de suite. Donc, je vous disais que, bah, j'en avais fini en fait, me semble-t-il, avec ce que je venais de vous dire et donc, à partir du début du 19e siècle, je disais, même si cette, chanson continue d'être chantée, il est toujours, possible d'en recueillir donc de ces chansons-là au début de ce 21e siècle et c'est principalement le monde paysan qui en a été parfois, jusqu'à nos jours, disais-je, le conservatoire. Une chanson, donc je vous parlais des multiples, versions que l'on peut rencontrer et je vous disais que, bah, du coup, quelquefois, quand on veut remonter à l'original, eh bien, on n'en a pas la possibilité parce que, bah, voilà, c'est tellement noyé dans le temps et dans, la diversité des versions qu'on arrive, rarement à retrouver les versions, originales et authentiques, d'autant que, elles n'ont pas été écrites et qu'elles n'ont pas été signées. Et donc, mais toutes sont le fruit, d'un processus donc d'écriture, de réécriture collective à partir d'une lointaine version lettrée de départ où, dont on a souvent perdu la trace. Et donc ces chansons sont françaises, monsieur. Alors, il en existe toujours des versions en français commun, même si on a pu en relire sur le terrain des versions dans des langues gallo-romanes proches du français, occitan, franco-provençal, langue d'oïl, piémontais, etc. Ainsi, ces chansons sont chantées dans tout le domaine français, la France dans ses frontières politiques actuelles, également les régions francophones frontalières comme
la Wallonie ou la Suisse romande, ou encore les populations francophones d'Amérique du Nord. Ainsi, une chanson répondant à certaines caractéristiques et recueillie en berry, par exemple, n'est pas une chanson régionale berrichonne, mais une simple version chantée en berry d'une chanson qu'on retrouvera dans d'autres régions. Quant aux thématiques et au vocabulaire, alors une oreille exercée reconnaîtra à coup sûr une chanson transmise par la tradition orale. Alors, les thèses abordées sont inspirées par la vie quotidienne et décrivent des situations concrètes sans cesse ressassées, mais dont l'issue peut varier. Un jeune soldat part servir la patrie et en informe sa fiancée, selon les versions. Il lui promettra fidélité éternelle ou la laissera dans l'embarras avec un enfant sur les bras. Un militaire revient au pays et sa femme, l'ayant crue morte, s'est remariée. Il provoquera son remplaçant en duel ou, tel le brave marin revenant de guerre, partira rejoindre son régiment, laissant sa femme à sa nouvelle vie. Vous voyez bien que les thématiques sont multiples et donc on peut dire aussi que les chansons sont faites d'expressions stéréotypées, de clichés poétiques interchangeables. Par exemple, une fontaine éclaire, voyez? Donc ça nous rappelle à la claire fontaine, m'en allant promener, etc. On évoque aussi le galant. Alors, un galant qui prend d'ailleurs sa maîtresse par sa main blanche, voyez? Et donc, et je l'ai prise par sa main blanche sur mon cheval, je l'ai montée, etc., etc. La mer est jolie, belle embarquée sur mon joli navire, le long de la mer, de la jolie mer, de la mer jolie, un rossignol sauvage, etc. Donc, c'est toutes des expressions qui sont employées et ces expressions peuvent quelquefois aussi revêtir l'aspect d'un code et peuvent utiliser aussi comme code. Et donc, souvent, l'action, de la chanson ne commence qu'après une ou plusieurs formules appelant l'auditoire à l'attention. Au Moyen Âge, on disait « Oyez, oyez, bonnes gens », voyez, donc oyez, c'est écouter, écouter, voyez. Il y a toujours donc enfin chez les saltimbanques, hein, les chansonniers particulièrement de la rue ou même des campagnes, avant de commencer une chanson, il y a toujours une petite formule, voilà, qui appelle l'auditoire justement à son attention, et selon des procédés qui invoquent immanquablement les chanteurs de rue et particulièrement ou du Pont-Neuf. Voilà. Donc, oyez, oyez, bonnes gens. Plus tard, c'est approchez-vous pour entendre la chanson d'une fille, etc. Ou bien qui veut ouïr chanson, chansonnette jolie. Approchez-vous tous pour écouter l'aimable compagnie, etc., etc. Vous voyez, tout un éventail de formules qui sont utilisées. Toutefois, ces formules introductives peuvent aussi identifier de la façon la plus simple possible les protagonistes et le lieu de l'action. Exemple, ce sont les filles de La Rochelle qui ont armé un bâtiment, ou bien encore, nous étions deux, nous étions trois, nous étions trois marins de Groix, ou bien encore, c'est dans Paris, il y a une petite couturière, etc., etc., etc. Voilà, nous allons aborder à présent le
contexte d'interprétation. Mais avant cela, chers amis, chers auditeurs, qui êtes encore présents sur cette chaîne, soit sur le chat ou soit simplement à l'écoute, je vais vous proposer maintenant une petite pause musicale avant d'aborder le nouveau chapitre. Si toutefois je le poursuis, parce que, oui, je pense que ça va être le cas, parce que je pense que Philippe va remonter vers midi et demi. Là, il est 11h55. Donc, avant de poursuivre l'exposé, je vous propose une petite pause musicale à l'issue de laquelle je reviens parmi vous reprendre le micro, lire sur le chat si vous m'avez laissé quelques remarques, quelques commentaires ou quelques questions. Puis, je reprendrai donc le fil de mon exposé pour ce nouveau chapitre concernant la chanson traditionnelle populaire. Le chapitre sera le contexte d'interprétation de ces chansons, mais avant, et je vais même dire tout de suite, laissons place à la chanson qui, quelquefois, était employée comme outil de transmission de revendications. Quelquefois, ce fut les chansons dites de révolte, les chansons dites de protestation ou de contestation. Et je vous laisse à présent avec les 4 barbus qui chantent la révolte, justement. C'est parti. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug à nos pères. Car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Sang est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du manche, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges sa flicaille. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans pas, c'est le jeu de la politique. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique. Église, parlement, capitalisme,
et ta magistrature. Patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Sang est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Arre-toi maintenant de l'usine, du capital ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine. À tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. La patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de l'avion la caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est vrai que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher.
Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Quand ta pensée invoque ta confiance, avec la science, il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire. Ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, et que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. Si les besoins renversons la marmite, mais de nos mots a-t-on la guérison? Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on ne peut bien de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Voilà les amis, c'était Marc Augeret, Le triomphe de l'anarchie. Alors voilà, je ne sais pas si l'anarchie va triompher, mais dans tous les cas, voilà, le mouvement est parti. Je ne sais pas ce qui va triompher, mais dans tous les cas, nous savons tous que nous aspirons, et nous espérons d'ailleurs, le triomphe du peuple. Voilà. Alors, je vous lis sur le chat, comme d'habitude, quand j'ai clos la pause musicale, comme c'est le cas à présent. Je vous lis sur le chat. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent à présent, que vous soyez d'ailleurs présents sur le chat ou pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Cours de Mille. Eh bien, cet excellent moment musical, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Je reste dans la thématique et je sais aussi que même si vous êtes très peu sur ce chat, je sais que j'aurai toujours, je suis jamais seul, j'aurai toujours une fidèle auditrice et d'ailleurs, je te remercie Marital. Tiens, petit clin d'œil aussi à toi. Je sais voilà, que tu es présente et que j'ai de ta part une oreille attentive. Donc, je te remercie, Marital. Je te remercie d'être là et je te remercie même quand tu n'es pas là. Voilà. Chers amis, la pause musicale donc s'est achevée. Je vais donc poursuivre le développement de mon petit exposé qui, je le rappelle pour celles et ceux qui viennent de prendre en cours l'émission,
qui a pour sujet la chanson traditionnelle populaire que j'ai développée déjà depuis pas mal de temps, là, maintenant, où je faisais la distinction. Déjà, j'ai défini ce que c'était que la musique traditionnelle populaire. J'ai fait la distinction entre la musique traditionnelle populaire et la musique savante. J'ai développé plusieurs chapitres et j'en étais resté au chapitre qui nous amène maintenant, c'est-à-dire le contexte d'interprétation de ces chansons, et pour vous dire que jusqu'à une époque plus ou moins ancienne, selon les régions et les catégories sociales, la chanson traditionnelle fait partie intégrante de la vie. Fut un temps où le peuple, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, chantait tout le temps. Chantait à la maison, chantait au travail, chantait dans la rue, chantait dans les cafés, dans les bistrots, etc., etc. C'était coutumier. C'était pas étrange de chanter ou de voir quelqu'un chanter au quotidien à une certaine époque, très récente, encore récente d'ailleurs. Et donc, voilà, cette chanson traditionnelle populaire, on peut dire qu'elle est l'art des humbles. Et pour reprendre l'expression du folkloriste savoyard Claudius Servetaz en 1871-1926, avant l'arrivée de la radio, du disque, puis de la télévision dans chaque foyer, elle est sur toutes les lèvres, cette chanson traditionnelle. Elle accompagne notamment, comme je vous le disais, le travail. Elle est utilisée pour rythmer l'effort dans certaines circonstances. C'est là que nous avons divers chansons, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont chantées lors d'événements particuliers dans la ruralité, hein, dans les saisons, lors des moissons, lors des semailles, lors des récoltes, et particulièrement là, concernant l'avant-pays savoyard ou de la jeunesse, c'était les chansons pour battre l'air neuve, c'est-à-dire aplanir le sol en terre battue des maisons. En Bretagne également, c'était une coutume. Elle est aussi chantée pour le plaisir dans un contexte de convivialité, de repas, de noces, de veillées. Donc cette chanson traditionnelle populaire, là, elle a divers contextes d'interprétation. On chante lors du travail, on chante pour célébrer des événements dans la saison, mais on chante aussi dans un contexte de convivialité, comme je viens de vous le dire, lors de repas, de noces, de veillées, de baptêmes, etc., etc. Et elle peut également faire danser les rondes, les farandoles, les contredanses, etc. Et il existe en France beaucoup d'exemples de danse sur des chansons sans accompagnement instrumental. C'est le cas de la famille des branles anciens, qui sont des danses qu'on dansait déjà au Moyen-Âge. La danse trot ou gavotte du centre Bretagne, les bourrées à la voix d'Auvergne, du Limousin ou du Rouergue, les avant-deux gavantés de l'ouest de la France. Voilà. Et donc, j'aborde un nouveau chapitre qui est celui de... en même temps, je regarde l'heure, il est 12h15. Alors, ce chapitre-là est relativement court, donc
enchaîner sur ce chapitre-là avant de refaire de nouveau une pause. Et je profite du commentaire de Marie qui nous dit « Quand je sifflote dans la rue, les passants me regardent et s'étonnent. En entreprise type industrie, on m'a dit de me taire, que c'était impoli. Moi, ça me détend. » Eh bien, tu as complètement raison, Marie. Continue dans ta lancée parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce live, et ailleurs d'ailleurs, mais je n'aurai de las de le redire et de le répéter, chers amis, chantez. Chantez, que vous considériez que vous ayez une belle voix ou pas, que vous considériez que vous savez chanter ou pas, je vous en conjure, chantez, chers amis, et pour la simple et bonne raison que de chanter, c'est un médicament. Quand vous chantez, vous produisez des vibrations qui vont avoir un impact direct sur votre métabolisme, sur votre système nerveux, sur votre cerveau. Donc, chantez et, si possible, mais cela va de soi, parce que ce n'est pas concevable autrement, chantez des airs qui vous font plaisir, chantez des airs qui vous mettent en joie, chantez des airs qui éveillent chez vous des choses positives. C'est le meilleur des médicaments. Je vous le dis. Je vous le dis par expérience. Je vous le dis parce que je n'ai pas l'habitude de vous induire en erreur dans mes propos. Je vous le dis, écoutez, c'est la voix d'un chanteur qui vous le dit. Chers amis, chantez, 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 c'est signe de bonne santé. Voilà ce que j'ai à dire sur le chant. Hein, bien sûr. Donc, Marital, on est en phase de toute façon, Marital. C'est pour ça que je souligne ton commentaire. Tu as raison. Ne subissez pas la pression. Si vous avez envie de chanter, si vous avez envie de siffler, eh bien, faites-le. C'est la première de vos libertés. Voilà. Donc, je continue mon petit topo sur ce nouveau chapitre qui traite donc du sujet de la chanson populaire française, de son rôle et de sa place dans l'histoire. Et donc, pour aborder justement ce chapitre, histoire et actualité de la collecte. Alors, on connaît bien la chanson traditionnelle française grâce au travail de plusieurs de chercheurs depuis près de 2 siècles. Et c'est dans la première moitié du XIXe siècle, à l'époque dite romantique, que se développe en France un intérêt des classes les plus aisées et les plus cultivées pour les chansons de tradition orale recueillies dans le monde rural. Gérard de Nerval ou encore George Sand, par exemple, en sont de bons connaisseurs. En 1830, Ersard de la Villemarquette, première édition de son Barzaz Braise, de ses collectes en Bretagne. En 1852, le ministère de l'Instruction publique et des cultes, Hippolyte Fortoul, lance l'idée de la publication d'un recueil des poésies populaires de la France. C'est l'époque des musiciens collecteurs qui sillonnent les campagnes à la recherche de chansons qui s'inscrivent, crayon en main, paroles et musique, sous la dictée de leurs informateurs, de leurs interprètes.
les nombreux ouvrages publiés ont l'avantage de rendre disponible un abondant répertoire. L'invention du phonographe permet d'enregistrer les chanteurs. Dès 1900, le docteur Azoulay enregistre des interprètes de diverses origines lors de l'exposition universelle de Paris, dont des Basques et des Bretons. Parmi les autres enquêtes marquantes de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire de collectage, de mémoire, de chansons populaires, celle de Ferdinand Bruno dans les Ardennes belges et françaises en 1912, puis dans le Berry et le Limousin en 1913, ou encore la campagne d'enregistrement dans les Alpes du Sud et en Provence, menée par Roger Devigne en 1939. Créé en 1937 par Georges-Henri Rivière, le Musée national des arts et traditions populaires va accomplir un énorme travail de collecte après la Seconde Guerre mondiale. Deux chercheuses, Claudie Marcel-Dubois et Maggie Pichonnet-Andral, réalisent pour le compte du musée de nombreuses enquêtes sur les traditions musicales du domaine français pendant plus de 4 décennies. À partir des années 1960, sur un modèle apparu quelques années plus tôt aux États-Unis et en Grande-Bretagne, des jeunes, souvent d'origine urbaine, se prennent de passion pour les musiques et danses du monde rural. Ces jeunes des années 60 qui s'intéressent soudainement aux musiques du monde rural vont participer au courant culturel des années 60 que l'on appelle le revival du folk, véhiculé aussi par le mouvement hippie des années 60 qui a gagné la France. Et donc, par centaines, ces jeunes collecteurs, ces jeunes d'une nouvelle génération, partent à la recherche de chanteurs et de musiciens violonneux, vielleux, cornemuseux, accordéonistes, ayant fait danser dans les bals et les noces du monde rural. C'est donc que les jeunes vont aller recueillir la mémoire auprès des vieux, auprès des anciens, dans les campagnes, et ils tissent bien souvent des liens très forts avec eux et s'approprient leur répertoire pour faire leur propre musique. Des milliers d'heures d'enregistrement sont amassées un peu partout dans le pays de manière autodidacte et spontanée. Les enquêtes de terrain continuent aujourd'hui, héritières de l'enthousiasme des années 1970, mais avec une rigueur nouvelle du fait de l'élévation du niveau de connaissance sur ces musiques. Un riche répertoire est disponible pour les jeunes générations. À elles de découvrir le plaisir d'interpréter ces chefs-d'œuvre de la poésie populaire que sont les chansons traditionnelles. Voilà les amis, je fais une petite pause musicale. Je dirais même que j'ai pratiquement terminé cet exposé. Donc, il est actuellement 12h24 à mon horloge. Je vais profiter de la petite pause musicale pour informer Philippe qu'il peut, quand il le veut, remonter sur le live
pour prendre la suite, prendre la relève, parce qu'il va être temps pour moi aussi de prendre une petite pause et d'aller faire un petit peu de cuisine pour me nourrir. Donc, je vous propose actuellement une petite pause musicale. Je contacte Philippe pour qu'il prenne la relève. Donc, chers amis, on va dire que j'ai clôturé, que j'ai fini cet exposé sur la chanson traditionnelle populaire. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends. À présent, je vous invite donc à faire une petite pause musicale et j'attends que Philippe remonte sur le live pour que vous sachiez quel programme nous allons suivre après cette pause musicale. Je vous laisse en compagnie de Jean Ferrat qui chante « Ma France ». De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, les genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo, le nom de son exil. Les enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. La France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, les lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, les artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ces temps quotidiens, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte les mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle, elle tire l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France,